Lors du divorce, ma femme infidèle s'est approchée de moi et a dit « Aujourd'hui est le plus beau jour de ma vie. Je vais tout te prendre. » Son riche patron a eu un sourire narquois. Je n'ai rien dit. Puis mon avocat s'est penché et a chuchoté « Avez-vous fait exactement ce que j'ai dit ? Bien. Le spectacle commence maintenant. » Le divorce s'est transformé en son pire cauchemar. Ma femme m'a annoncé qu'elle voulait divorcer un mardi matin, alors que je révisais une violation bancaire fédérale à notre table de cuisine. Elle ne le savait pas, elle pensait que je lisais mes emails. Elle est entrée dans la cuisine à 6h42, vêtue d'un chemisier couleur crème que je n'avais jamais vu, et d'un parfum que je n'avais jamais senti. Sa posture était celle, confiante, de quelqu'un qui a déjà décidé de l'issue d'une conversation qu'elle est sur le point d'entamer. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Wesley, je veux divorcer. J'ai fermé l'ordinateur portable. D'accord. Elle m'a fixé. La cafetière terminait son cycle. La lumière du matin entrait par la fenêtre au-dessus d'eux. L'évier. Dehors, le chien d'un voisin aboyait après le facteur, qui passait tous les mardis à 6h45. C'est tout ? C'est ta seule réponse ? J'ai remarqué. Tu as remarqué quoi ? Tout. Le silence qui a suivi était de ceux qui ont du poids, qui plient une pièce. Cassidy se tenait à 46 ans de moi, de l'autre côté de l'îlot de cuisine. Sa main était posée sur le granit. Sa bague de mariage avait déjà disparu. Elle l'avait enlevée un matin, sans que je ne la regarde, et j'avais pourtant surveillé pendant 4 mois. Elle avait réussi à l'enlever sans que je ne remarque le moment exact. Elle a cligné des yeux deux fois. Tu vas te battre, tu vas rendre ça difficile. Non. Tu ne vas même pas demander pourquoi. Je sais pourquoi. Elle a légèrement incliné la tête. Alors qu'est-ce que tu vas faire, Wesley ? J'ai tapé 2 fois sur l'ordinateur portable fermé, posé sur la table. Je vais faire mon travail ? Cassidy, comme toujours. Elle n'a pas compris ce que je voulais dire. Elle le comprendrait dans 9 mois. Elle a pris sa tasse de voyage sur le comptoir, l'a remplie de café, et a quitté la cuisine sans un mot de plus. Ses talons ont claqué sur le parquet. La porte d'entrée s'est refermée doucement. Sa voiture a démarré dans l'allée. Elle est partie. Je suis resté assis à la table de la cuisine longtemps après cela. Puis, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Je suis retourné lire le rapport d'activité suspecte que j'étais en train d'examiner quand elle est entrée. Langford Capital Holdings. Numéro de référence de transaction 8847 LC 2023. Le 4e que j'avais signalé en 4 mois. J'ai fait une petite annotation dans la marge, elle a déposé la demande. Aujourd'hui. Puis, je suis retourné au travail. Mon nom est Wesley Coltrane. J'ai 45 ans. Cassidy en a 38. Nous sommes mariés depuis 12 ans. Je travaille comme responsable conformité senior à la Continental Heritage Bank à Charlotte, en Caroline du Nord. J'y travaille depuis 16 ans. Mon travail consiste à examiner des chiffres que d'autres ne veulent pas que j'examine. Mon travail consiste à lire les rapports de transactions de nos clients de banque commerciale et à identifier des schémas suspects. Transactions aller-retour, superposition, structuration, dissimulation de bénéficiaires effectifs, le vocabulaire technique du blanchiment d'argent. Lorsque je trouve quelque chose qui semble suspect, je dépose un rapport d'activité suspecte auprès du Financial Crime Enforcement Network. Le gouvernement fédéral appelle cela un SAR. Nous appelons cela un SAR. Personne ne l'appelle autrement. Je suis le genre d'homme qui est bon dans ce travail, parce que je suis le genre d'homme qui remarque les petites choses. Je remarque quand un parfum est nouveau.
Je remarque quand une bague de mariage manque pendant 13 secondes avant d'être remise. Je remarque quand une femme, qui a travaillé tard pendant 3 mois, cesse soudainement de s'en plaindre. Je remarque quand une transaction de Langford Capital Holdings a une structure fiscale qui ne correspond pas à son objectif commercial déclaré. Je remarque toutes ces choses. Je ne dis simplement rien à propos de la plupart d'entre elles. Mon père était directeur d'école publique en banlieue d'Atlanta. Il est décédé d'un AVC en 2018. La dernière chose qu'il m'ait dite, dans une chambre d'hôpital, avec l'odeur de désinfectant et de mauvais café, fut « Wesley, la raison pour laquelle tu ne parles pas beaucoup, c'est parce que tu écoutes vraiment. Ne perds pas ça. » Je ne l'ai pas perdu. Quand Cassidy a été promue vice-présidente des opérations chez Langford Capital Holdings en 2022, une promotion qui avait été très rapide, j'ai fait ce que je devais faire à la banque. J'ai divulgué le lien personnel par écrit à mon superviseur, le directeur de la conformité. Je m'attendais à être retiré de tout travail impliquant Langford Capital. Le directeur de la conformité, après une longue conversation avec l'avocat général de la banque, m'a demandé de rester sur les dossiers liés à Langford. Précisément parce que le lien signifiait que je remarquerais des schémas que d'autres pourraient manquer. La divulgation a été enregistrée. La supervision a été documentée. L'équipe juridique de la banque a examiné chaque sarc-jeu déposé concernant Langford Capital, avant qu'il ne soit envoyé. Je n'opérais pas dans une zone grise. J'opérais avec une couverture institutionnelle complète. Cette couverture allait compter 18 mois plus tard. En juillet 2023, 4 mois avant que ma femme ne me demande le divorce, je suis allé à un dîner d'entreprise au Ritz-Carlton, dans le centre-ville de Charlotte. L'entreprise de Cassidy, Langford Capital Holdings, était l'hôte. Cassidy avait été promue vice-présidente des opérations 1 an plus tôt. Elle était passée d'assistante exécutive à vice-présidente en 3 ans. Elle n'avait pas de MBA. Elle n'avait pas d'expérience préalable en opération. Cette promotion avait surpris les gens de la firme. Cassidy me l'avait expliqué en disant que son patron avait vu quelque chose en elle. Je n'avais rien dit à l'époque. Le dîner s'est déroulé dans une salle à manger privée, au 12e étage, avec une vue sur la skyline de Charlotte. Il y avait peut-être 40 personnes. Des cocktails d'abord, puis un dîner assis. J'observais Stockton Langford de l'autre côté de la pièce. Il avait 58 ans, grand, cheveux argentés, costume anthracite coupé par un tailleur de Bond Street, à Londres. Le genre d'homme qui entrait dans une pièce et occupait immédiatement le plus d'espace sans rien faire de visible pour l'occuper. Il avait été divorcé 2 fois, avait 3 enfants adultes de son premier mariage, et sa fortune nette s'élevait à environ 340 millions de dollars. Il possédait un haras à Asheville, un penthouse en centre-ville et une maison de plage à Charleston. Ses ex-femmes vivaient toutes dans des conditions considérablement réduites. Des rumeurs couraient sur les raisons. Je l'ai vu travailler la pièce. Il a serré la main des associés seniors de la firme. Il a ri d'une blague d'un des jeunes analystes. Il a embrassé la femme de son directeur financier sur les 2 joues. Il se déplaçait avec l'aisance d'un homme qui avait fait cela 500 fois. Puis je l'ai vu s'arrêter à côté de Cassidy. Elle parlait à 2 autres vice-présidents près du bar. Elle tenait un verre de vin blanc dans sa main droite. Sa main gauche était à ses côtés. Stockton s'est approché derrière elle. Sa main gauche a brièvement touché le bas de son dos. Elle y est restée 2 secondes, peut-être 3. Elle n'a pas tressailli. Elle ne s'est pas éloignée. Elle n'a même pas réagi avec surprise. Cela signifiait que ce n'était pas la première fois. J'étais de l'autre côté de la pièce. J'avais un verre de bourbon à la main. Je parlais à un homme nommé Howard Beam,
qui travaillait au service comptable de la firme. Howard me racontait une longue histoire sur les candidatures universitaires de sa fille. J'acquiesçais. Je souriais aux moments appropriés. Je regardais ma femme être touchée par son patron. Je n'ai rien dit. Quand Cassidy et moi avons quitté le dîner à 22h30, elle s'est assise sur le siège passager et a regardé son téléphone. Nous sommes rentrés en silence. Je n'ai pas évoqué Stockton. Je n'ai pas évoqué le contact. Je n'ai pas évoqué le fait qu'elle portait ce soir-là un parfum que je n'avais jamais senti. Elle s'est endormie dans la voiture sur le chemin du retour. Quand nous sommes couchés, elle a dit, c'était une longue nuit, je suis épuisé. J'ai dit, oui. Elle s'est retournée et s'est endormie en moins de 4 minutes. Je suis resté allongé dans l'obscurité pendant 2 heures. J'ai pensé à la fille d'Howard Beam. J'ai pensé au Bourbon. J'ai pensé à la façon dont la main de Stockton avait bougé. Puis j'ai commencé à penser au schéma de transaction récente de Langford Capital. 3 jours plus tard, un jeudi matin, un rapport d'activité suspectait arrivé sur mon bureau à la banque. La transaction provenait d'un compte commercial appartenant à Langford Capital Holdings. Quelque chose ne correspondait pas. L'objectif commercial déclaré était la consolidation de fonds d'investissement. La structure réelle de la transaction était un flux circulaire, passant par 3 sociétés écrans enregistrées aux îles Vierges britanniques. Les fonds provenaient d'un compte offshore, passé par Langford Capital, allaient vers un autre compte offshore, revenait par une chaîne différente de sociétés écrans, et se retrouvait à peu près là où ils avaient commencé, moins un petit pourcentage qui disparaissait dans les revenus d'exploitation de Langford Capital. C'était une superposition de manuels, le genre de schéma de blanchiment d'argent qu'on enseigne dans les cours de certification CAM. Je suis resté à mon bureau pendant 1 heure, avec l'imprimé devant moi. J'ai sorti l'historique complet des transactions de Continental Héritage pour Langford Capital Holdings sur les 2 dernières années. Je l'ai exporté vers une feuille de calcul. J'ai trié par type de transaction. J'ai recoupé les comptes des contreparties avec les bases de données publiques de bénéficiaires effectifs. J'ai trouvé 3 autres transactions présentant le même schéma. Même semaine, même mois. Des sociétés écrans différentes, mais la même architecture de flux. La même semaine où ma femme était touchée par la main de Stockton Langford lors d'un dîner d'entreprise, Stockton Langford blanchissait probablement de l'argent via ma banque. Je ne savais pas encore que les deux étaient liés. Je le découvrirais pendant les 3 mois suivants, août, septembre, octobre 2023, j'ai mené 2 enquêtes. L'enquête financière, que j'ai menée au travail, j'ai construit une piste documentaire. J'ai documenté chaque transaction de Langford Capital qui correspondait au schéma. J'ai identifié le réseau de sociétés écrans. J'ai commencé à comprendre la structure. J'ai déposé des déclarations d'activité suspectes, SAR, formelles sur chaque transaction suspecte. Elles ont été envoyées à fin CEN. Elles sont entrées dans une base de données fédérale. L'enquête personnelle, je l'ai menée à la maison. J'ai remarqué les soirées tardives de Cassidy, les nouveaux vêtements, les nouvelles chaussures, le nouveau sac à main d'une marque qui coûtait plus que mon hypothèque mensuelle. Les retraites d'équipe de week-end qui n'avaient jamais eu lieu dans un lieu traçable. J'ai remarqué quand elle rentrait à 1h du matin, sentant un parfum différent, et qu'elle prenait une douche avant de me dire bonjour. J'ai remarqué quand elle a cessé de porter sa bague de mariage certains jours. J'ai remarqué quand elle a commencé à emporter son téléphone avec elle dans la salle de bain. Je ne l'ai jamais confrontée. J'ai juste observé, documenté, attendu. J'ai commencé à tenir un petit carnet dans le tiroir du bas de mon bureau à la maison, en cuir marron, bon marché,
le genre de carnet qu'un entrepreneur utilise pour suivre les heures de travail sur un chantier. J'y écrivais les dates et les observations. 14 août, c'est apporter un nouveau parfum au dîner d'équipe. Rentrer à minuit 40. Doucher avant de se coucher. 28 août, le téléphone de c'est a sonné à 23h47. Elle l'a emporté dans le couloir. J'ai entendu une voix basse, 3 minutes. 9 septembre, c'est étalé à une retraite de week-end à Hilton Head. Aucun document. Jamais produit. Aucune facture dans notre dossier de dépenses partagées. 2 octobre, c'est apporter sa bague de mariage au dîner de famille avec ses parents. Retirée à 21h14 dans la salle de bain. Ne l'a pas remise pour le retour à la maison. À la mi-octobre, le carnet comptait 32 pages. Le matin du samedi 28 octobre 2023, Cassidy était sous la douche à l'étage. Son téléphone était posé face contre terre sur le comptoir de la cuisine. Il a vibré. Je ne suis pas le genre d'homme qui lit le téléphone de sa femme. Mais le téléphone a vibré 5 fois en 90 secondes, et j'ai remarqué que l'écran de verrouillage affichait toujours le même nom, SL. J'ai pris le téléphone. Il avait été laissé déverrouillé. J'ai lu le dernier message. Après le divorce, bientôt plus de cachettes. La firme a besoin de toi. Par écrit. Nous mettrons en place les transactions Carolina Héritage à ton nom. Plus propre ainsi. À discuter ce soir. Je me suis assis sur une chaise de cuisine. J'ai lu le texte 3 fois. La cuisine était très silencieuse. Le lave-vaisselle fonctionnait. La douche à l'étage fonctionnait. Un oiseau chantait à l'extérieur de la fenêtre. Stockton. Langford n'avait pas seulement une liaison avec ma femme. Il prévoyait de l'utiliser, après notre divorce, pour mettre des transactions frauduleuses à son nom afin de se protéger de l'exposition fédérale. Il l'a recrutée dans une conspiration de blanchiment d'argent. Elle ne le savait probablement pas encore, ou ne comprenait pas entièrement dans quoi elle était recrutée. L'expression « la firme a besoin de toi par écrit » est le genre d'expression qu'un PDG utilise lorsqu'il va demander à un subordonné de signer des documents qu'il ne devrait pas signer. J'ai pris une photo de l'écran du texte avec mon propre téléphone. J'ai remis le téléphone de Cassidy face contre terre exactement là où elle l'avait laissé. Je suis allé à mon bureau à la maison. J'ai fermé la porte. Je suis resté assis à mon bureau pendant 1 heure. Je n'ai pas bougé. J'ai pensé à mes enfants. Brié avait 9 ans alors. Brun en avait 6. Ils étaient à l'étage dans leur chambre, regardant des dessins animés. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne savaient pas ce qui allait se passer. J'ai pensé à mon père dans cette chambre d'hôpital. Ne perds pas ça. J'ai pensé à chaque matin, pendant l'année suivante. Chaque matin, je me réveillerais à côté d'une femme qui avait décidé que j'étais quelque chose à jeter. Chaque matin, jusqu'à ce qu'elle demande le divorce et que cela soit officiel. J'ai pensé à l'alternative. La confronter. Faire une scène. Me mettre en colère. Appeler ses parents. Appeler la femme de Stockton. Cette alternative m'a semblé bonne pendant environ 30 secondes. Puis, j'ai pensé au SAR de Langford Capital. Stocké dans une base de données fédérale. J'ai pensé aux 4 sociétés écrans des îles Vierges britanniques. J'ai pensé aux 11 mois de documentation de schéma que j'avais maintenant. J'ai pensé à un homme nommé Reginald Whitlow. Puis j'ai passé un appel téléphonique. Reginald Whitlow, 64 ans, était associé principal chez Whitlow et Pratt, un cabinet de litige de Charlotte, ancien procureur fédéral, 8 ans au bureau du procureur des États-Unis, district ouest de la Caroline du Nord.
Le genre d'avocat que les autres avocats craignaient. J'avais témoigné dans une affaire qu'il avait poursuivie 7 ans plus tôt, une affaire différente, fraude hypothécaire dans une banque précédente où j'avais été analyste junior en conformité. Nous avions passé 11 heures ensemble à préparer mon témoignage. Il m'avait dit dans l'ascenseur le dernier jour: Wesley, si jamais tu as besoin d'un avocat, appelle-moi. Pas quelqu'un comme moi. Je l'ai appelé. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Reginald, c'est Wesley Coltrane. Nous avons travaillé ensemble sur l'affaire Pacific Trust il y a 7 ans. Wesley, je me souviens. Que puis-je faire pour vous? J'ai un problème. C'est plus grand que ce que je peux gérer seul. Il a fait une pause. Êtes-vous en danger en ce moment? Non. Vos enfants sont-ils en danger? Pas immédiatement, mais peut-être à terme. Pouvez-vous venir à mon bureau lundi soir, 19 h? Je ferai vider le bâtiment. Oui. Apportez tout. Ne laissez rien de côté. Nous élaborons la stratégie. Ensemble. Reginald? Oui. Je vais avoir besoin que vous soyez plus qu'un avocat pour ça. Je comprends. Il a raccrocha. J'ai rencontré Reginald à son bureau le lundi 30 octobre 2023. Le bâtiment était silencieux. La plupart des lumières étaient éteintes. Il avait dit au gardien de sécurité de la réception de m'attendre. Il m'a rencontré dans le hall. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 17e étage. Son bureau d'angle avait une vue sur la skyline de Charlotte. De hautes fenêtres, une longue table de conférence en acajou. Il m'a fait signe de m'asseoir. J'avais apporté 2 dossiers. Le premier dossier contenait ma documentation sur Langford Capital, chaque SAR, chaque analyse de transaction, chaque connexion de société écran, chaque organigramme que j'avais construit en 4 mois. Le second dossier contenait la documentation sur l'affaire, le dîner d'entreprise, le carnet de 32 pages d'observation, la photographie du texte sur le téléphone de Cassidy. Reginald a mis ses lunettes de lecture. Il a lu pendant 40 minutes sans parler. Quand il a levé les yeux, son visage avait changé. Quelque chose derrière ses yeux avait bougé. Wesley? Oui. Savez-vous ce que vous avez là? J'ai un divorce et un crime fédéral. Vous avez quelque chose de bien plus grand que ça. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Il a regardé la skyline un instant. Puis il s'est retourné vers moi. Stockton. Langford est sous le radar du FBI depuis 6 ans. 2 enquêtes précédentes ont été bloquées parce qu'aucun initié n'a jamais coopéré. Le bureau sait que le blanchiment est en cours, ils ne peuvent pas prouver la chaîne de contrôle. Pourquoi pas? Parce que les personnes qui ont une connaissance directe de ces opérations sont celles qui en bénéficient. Ils ne témoigneront pas. Ils ont trop à perdre. Et moi? Vous êtes différent. Vous êtes un responsable de la conformité dans une banque réglementée, avec des dépôts de SAR documentés sur les transactions de Langford Capital. Vous avez fait votre travail. Votre témoignage sera irréfutable. Vous êtes le témoin qu'ils attendaient. Il est retourné à la table de conférence. Il s'est assis en face de moi. Mais il y a un problème. Dites-moi. Si vous demandez le divorce maintenant, Wesley, Cassidy et Stockton y verront le début d'un combat. Ils feront appel à des avocats. Ils effaceront leurs traces. Stockton pourrait potentiellement déplacer l'opération de blanchiment offshore. Le dossier fédéral deviendra beaucoup plus difficile à construire. Nous risquons de perdre la fenêtre d'opportunité. Alors que suggérez-vous? Il m'a regardé longuement. Je suggère que vous ne fassiez rien. Rien? Vous ne confrontez pas Cassidy.
Vous ne lui dites pas que vous êtes au courant de l'affaire. Vous ne lui dites pas que vous êtes au courant des opérations de Stockton. Vous la laissez demander le divorce quand elle est prête. Vous jouez le mari au cœur brisé. Vous acceptez tout règlement qu'elle demande. Vous signez tous les papiers que Sanford Caldicott, et oui, je sais qui sera son avocat pour le divorce, Stockton l'utilise pour tout, mettra devant vous. Pendant combien de temps? Le temps qu'il nous faudra pour construire le dossier fédéral en arrière-plan. Mon estimation est de 9 mois. 9 mois? Oui. Et ensuite? Et ensuite, nous attendons le jour de l'audience finale de divorce. Cassidy pensera qu'elle a gagné. Stockton sera dans le public. Suffisant, observant son tour de victoire. C'est le moment où nous allons déceler l'acte d'accusation fédérale en pleine audience, au moment où le décret de divorce est censé être signé. Je suis resté assis, absorbé par cela. Pendant longtemps. Reginald m'a regardé réfléchir. Il n'a pas insisté. Il n'a pas vendu. Il n'a pas fait de promesses. Il a attendu. Reginald? Oui. Qu'est-ce que cela me coûte personnellement? Pas de l'argent, personnellement. Cela vous coûte 9 mois à ressembler à un homme vaincu, aux yeux de la femme qui vous détruit. Vous signerez chaque document qu'elle vous donnera. Vous abandonnerez la maison. Vous abandonnerez la plupart de la garde. Vous passerez pour un idiot auprès d'eux. Vos amis, de votre famille, de vos propres enfants temporairement. Votre fille ne vous regardera probablement pas pendant un certain temps. Votre fils pleurera. Vous quitterez votre maison. Vous emménagerez seul dans un appartement. Votre mère s'inquiétera. Et puis, en une seule audience de 20 minutes, tout l'arrangement s'inverse. Stockton va en prison fédérale. Le règlement de Cassidy s'effondre parce que son soutien financier s'effondre. La garde change, car les enquêteurs fédéraux la désignent comme facilitatrice involontaire. Tout ce qu'elle pensait avoir gagné disparaît en temps réel. Devant un juge, devant une salle d'audience, avec Stockton menotté. Vous le garantissez? Je ne le garantis pas. Je vous dis qu'avec les preuves que vous m'avez apportées, la probabilité de ce résultat est élevée. Mais le gouvernement fédéral n'est pas toujours prévisible. Il y a des considérations politiques. Il y a des priorités concurrentes. Il n'y a pas de 100% dans ce travail. Quelle est la probabilité? 85%. Et si ça ne marche pas, alors vous aurez donné 9 mois de votre vie, et vous aurez tous aidé dans un règlement de divorce que vous ne pourrez pas annuler. C'est le risque. J'ai réfléchi à ça. J'ai pensé au visage de Briller quand je lui dirais que je déménageais. J'ai pensé au visage de Brun. J'ai pensé à Cassidy entrant dans un tribunal dans 9 mois. Suffisante, prête à revendiquer sa victoire. Reginald, oui, je suis partant. Il hocha la tête lentement. Alors, nous commençons. Pendant les 9 mois suivants, j'ai joué le rôle. Cassidy a demandé le divorce le mardi 7 novembre 2023, le matin après notre conversation de cuisine. Sanford Caldicott était son avocat. Reginald avait raison à ce sujet. J'ai signé chaque document que Sanford m'a présenté. L'arrangement de garde, tous les 2 week-ends. La répartition des biens. Elle a eu la maison, j'ai eu les meubles de l'appartement et ma voiture. La pension alimentaire, 1008 cents par mois pendant 6 ans. J'ai déménagé le 18 novembre 2023 dans un petit appartement près de mon bureau. 2 chambres. Moquette beige. Le genre d'endroit qu'un responsable de la conformité récemment divorcé est censé louer. J'ai dit à ma mère, Edith. Elle avait 71 ans et vivait à Asheville.
Je suis allé chez elle un samedi et je lui ai dit devant un café, à sa table de cuisine. Elle est restée silencieuse longtemps. Puis elle a dit, ton père serait fier de la façon dont tu gères cela. Je ne lui ai pas parlé de Réginald. Je ne lui ai pas parlé de l'enquête fédérale. Je ne lui ai pas dit que je jouais un rôle. Je l'ai laissé penser que son fils était un homme gracieux et digne durant un divorce difficile. Elle comprendrait. Plus tard. J'ai parlé à mon meilleur ami à la banque, Marcellus Branche. Il avait 38 ans, également responsable de la conformité, la personne la plus analytique avec qui j'ai jamais travaillé. Nous étions assis sur le parking de Continental Héritage, à la fin d'une journée de travail, fin novembre. Marcellus était la seule personne au travail qui savait quelque chose de ma situation. Je lui ai raconté une version partielle, Cassidy partait, je déménageais. Je ne lui ai pas parlé de Stockton. Il n'a pas demandé. J'ai parlé à Brié, ma fille, et à Brun, mon fils, un dimanche après-midi dans notre salon. Cassidy était à la maison. Nous avons assis les enfants sur le canapé. Cassidy a fait la plupart des discours. Elle a utilisé des expressions comme « nous avons tous deux décidé » et « ce sera mieux pour tout le monde » et « papa va vivre dans une maison différente, mais nous verrons tous toujours. » Brié fixait ses mains. Brun pleurait. Je suis resté assis, les mains sur les genoux, et je n'ai rien dit, car il n'y avait rien à dire qui n'aurait pas empiré les choses. Brié ne m'a pas regardé pendant le mois suivant. Brun m'appelait 3 soirs par semaine, depuis le téléphone de Cassidy, juste pour demander si j'avais dîné. Je lui disais oui à chaque fois. Certaines nuits, je n'avais pas dîné. Je lui disais oui quand même. Toutes les 2 semaines, je rencontrais Réginald. Et l'agent fédéral Benedict Hu, qui avait un bureau discret sur Caldwell Street. À Charlotte. Un petit immeuble de bureau entre un préparateur de déclaration de revenus et un chiropraticien. Le genre de bâtiment que personne ne remarque. Je leur livrais des SAR. Je leur livrais les communications de la Continental Héritage Banque concernant les signalements du compte Langford. Je leur livrais mes notes contemporaines du carnet. L'agent Hu avait 44 ans, coréen-américain. Section D. Crimes financiers du FBI, bureau de Charlotte. Il travaillait sur des affaires de blanchiment d'argent en col blanc depuis 17 ans. Il lisait mes documents en silence à chaque réunion. Il posait des questions précises. Il ne perdait pas de temps. En décembre, Hu m'a apporté une nouvelle information. Wesley, nous avons un deuxième coopérateur. La fille adulte de Stockton, Béatrix Langford. 32 ans. Elle déteste son père depuis son 2e divorce. Elle est au courant du blanchiment depuis des années. Elle est venue nous voir il y a 6 semaines. C'est bon? C'est plus que bon. C'est le 2e pilier de l'affaire. Votre témoignage et le sien rendent cela presque à l'épreuve des balles. En janvier, Hu a apporté une autre nouvelle. Nous avons un mandat de mise sur écoute du téléphone portable personnel de Stockton. 30 jours, renouvelable. En février, Hu a apporté la plus grande nouvelle. Nous avons des enregistrements audio de Stockton instruisant Cassidy sur la façon de signer des documents qu'elle ne devrait pas signer. Il la recrute dans la conspiration en temps réel. Nous l'avons sur bande en train de poser des questions sur sa part. Des bénéfices. Elle demande des pourcentages, Wesley. Elle n'est pas innocente. Elle ne connaît pas toute l'étendue de la situation. Mais elle n'est pas innocente. J'ai absorbé cela. Sera-t-elle inculpée? Probablement pas pénalement. Le bureau du procureur des États-Unis la traitera vraisemblablement comme une facilitatrice involontaire qui est devenue négligente plutôt que sciemment complice. C'est la meilleure position juridique.
Pour elle et pour l'affaire. Cela l'empêche de se battre. Cela lui permet également de témoigner contre Stockton si nécessaire. Et une restitution civile. Elle sera soumise à une restitution civile importante. Les sommes qu'elle a acceptées de Langford Capital, qui dépassent son salaire légitime, seront récupérées. Ce montant sera significatif. À quel point significatif? 340 000 $ sur 4 ans. Je suis resté absorbé par cette information. Pendant ce temps, Cassidy était triomphante. Elle avait dit à sa sœur, Marie, elle enregistré lors d'un appel téléphonique qui fut mis sur écoute après que les téléphones de Stockton furent soumis à surveillance, Wesley allait toujours être un petit homme. Je l'ai finalement accepté. Je vais sortir de ça avec la maison, les enfants, et une vie avec quelqu'un qui a réellement de l'ambition. Elle a dit à sa mère en mars, Stockton va s'occuper de moi. Il l'a déjà promis. Je ne serai pas comme maman après son divorce d'avec papa. Je serai dans une catégorie complètement différente. Stockton a dit à Cassidy, lors d'un dîner privé dans sa propriété de Myers Park en avril, enregistré sur son téléphone mis sur écoute via sa fin d'appel. Une fois le divorce prononcé, tu viendras travailler directement avec moi. La firme a besoin de ta signature sur certaines transactions. Nous discuterons des détails. Il y a beaucoup d'argent là-dedans pour toi. Tu vas être très à l'aise. Elle ne savait pas qu'elle était recrutée dans un crime fédéral. Elle pensait qu'elle était promue. Elle pensait qu'elle montait en grade. En juin 2024, le grand jury fédéral a inculpé Stockton Langford de 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent. 4 chefs de fraude bancaire et 3 chefs d'exploitation d'une entreprise criminelle continue. L'acte d'accusation a été scellé. L'audience de divorce était prévue pour le 22 juillet 2024. Le plan était de déceler l'acte d'accusation au moment où l'audience se terminerait. Réginald et moi avons eu une dernière réunion le 18 juillet, 4 jours avant l'audience. Nous étions assis dans son bureau à 18 h. Il a versé 2 verres de bourbon. C'était la première fois que je le voyais boire pendant une réunion. Wesley, demain matin, les procureurs fédéraux signeront le calendrier de décèlement. La juge de notre affaire de divorce a déjà été briefée. Elle a signé une motion judiciaire qui sera déposée pendant l'audience. Quel juge? L'honorable Octavia Donahue. 61 ans. Elle est juge au tribunal de la famille depuis 19 ans. Avant cela, elle a elle-même été procureure fédérale. Elle comprend. Elle ne sera pas surprise. Elle ne sera pas théâtrale. Elle fera simplement son travail. C'est bon pour nous. C'est excellent pour nous. Il a siroté son bourbon. Wesley, je veux que tu comprennes ce qui va se passer lundi matin. Tu vas entrer dans cette salle d'audience, habillé comme l'homme que Cassidy pense que tu es. Vaincu. Silencieux, résigné. Elle va entrer, habillée pour la victoire. Stockton sera dans le public, du côté de l'intimé, parce qu'il veut assister personnellement à la victoire de Cassidy. C'est comme ça qu'il est. Oui. La procédure commencera. Sans fort. Caldecott dira au juge qu'il n'y a pas de question contestée. Puis je me lèverai et dirai au juge qu'il y en a une. La juge me demandera de poursuivre. Je lui remettrai les documents de l'acte d'accusation fédérale. Et la juge les lira. Elle prendra ensuite acte judiciairement de l'acte d'accusation en audience publique, au procès-verbal. Au moment où elle lira les charges à haute voix, les agents fédéraux dans le couloir se mettront en position. Stockton entendra les charges. Il tentera de partir. Il ne sortira pas du couloir du tribunal. Et Cassidy? Cassidy restera assise dans cette salle d'audience, et regardera son patron être arrêté en temps
Réel. Elle comprendra, en l'espace d'environ 45 secondes, que l'homme qui devait être son avenir va en prison fédérale. Que son avenir financier vient de s'effondrer. Que le règlement de divorce qu'elle pensait être sur le point de recevoir va être annulé, car les biens de Stockton seront gelés et ses propres biens seront soumis à restitution civile. En une seule audience, en une seule audience. J'ai bu mon bourbon. Réginald? Oui. Mes enfants seront-ils en sécurité? Vos enfants sont avec votre mère à Asheville ce lundi. Ils ne seront pas dans la salle d'audience. Vous pourrez les appeler après, et après que vous retournerez à votre vie, l'arrangement de garde sera modifié dans les 30 jours. Vous prendrez probablement la garde physique principale. Cassidy aura des visites supervisées pendant l'année scolaire, et non supervisées l'été. L'enquête fédérale se poursuivra. Stockton passera en procès ou acceptera un plaidoyer. Le divorce sera renégocié selon de nouvelles conditions. J'ai hoché la tête. Alors, faisons cela. Il a levé son verre. Aux 9 mois de silence. J'ai levé le mien. Aux 9 mois de silence. Le 22 juillet 2024, 9h, Palais de justice du comté de Mecklembourg, salle d'audience 4B, sous la présidence de l'honorable juge Octavia Donahue. L'audience était prévue pour l'approbation du décret de divorce final de routine. Tous les termes avaient été convenus des semaines auparavant. La procédure devait durer moins de 30 minutes. Je suis arrivé à 8h45. Je portais un costume anthracite qui ne me seyait plus aussi bien qu'un an plus tôt. J'avais perdu 12 livres pendant cette année passée à faire semblant d'être un homme vaincu. Je n'avais pas beaucoup mangé pendant ces 9 mois. Je n'avais pas très bien dormi pendant ces 9 mois. Le miroir de l'appartement me montrait une version plus mince de moi-même depuis un certain temps. Je me suis assis à la table du demandeur, à côté de Réginald. Réginald m'a regardé. Êtes-vous prêt? Oui. Dernière chance de renoncer à tout. Cela. Je suis prêt. Il hocha la tête. Cassidy arriva à 8h55. Elle portait une robe Armani couleur crème. La même couleur de chemisier qu'elle avait portée le matin où elle m'avait dit qu'elle voulait divorcer. De nouvelles chaussures. Des boucles d'oreilles en perles que je n'avais jamais vues. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière qu'elle n'adoptait que pour des événements professionnels importants. Elle est entrée dans la salle d'audience. Comme si elle entrait dans un couronnement. Elle m'a jeté un coup d'œil en passant devant la table du demandeur. Je n'ai pas réagi. Elle s'est assise à la table de l'intimé, à côté de Sanford Caldicott. Sanford avait 51 ans, un costume cher, des poignets italiens, le genre d'avocat qui facturait $700 de l'heure et en valait la peine pour le bon client. Il ne savait pas que Stockton Langford avait été inculpé 3 semaines plus tôt. Il ne savait pas que l'acte d'accusation était scellé. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Stockton Langford est entré dans la salle d'audience à 8h58. Grand, cheveux argentés, costume anthracite qui coûtait plus que la plupart des voitures. Il s'est assis dans le public, au deuxième rang, du côté de l'intimé. Il s'est penché en arrière, a croisé les jambes, a ajusté ses boutons de manchette. Il a souri à Cassidy quand elle l'a regardé. Elle lui a souri en retour. Le huissier a annoncé le juge à 9h01. Tout debout. Nous nous sommes levés. La juge Donahue est entrée. Robe noire, lunettes de lecture attachées à une fine chaîne autour de son cou. Elle s'est dirigée vers le banc avec une économie de mouvement qui suggérait des décennies à faire exactement cela. Asseyez-vous. C'est la dernière audience de l'affaire de divorce Coltrane. Contre Coltrane, dossier 2024 CV 1847. J'ai examiné le décret de consentement soumis par les deux parties. Conseil, y a-t-il des questions finales avant que
Je ne signe le décret? Sandford Caldicott s'est levé. Votre honneur. L'intimé n'a plus aucune question. Nous sommes prêts à procéder au décret tel que rédigé. Le conseil du requérant, Reginald Whitelaw, s'est levé. Votre honneur, le requérant a une question. Nous déposons une motion d'urgence. La salle d'audience est restée silencieuse. J'ai regardé le visage de Cassidy. Son sourire a vacillé. Pas encore parti, mais a vacillé. Sandford s'est levé plus vite qu'il ne l'avait probablement fait depuis des années. Votre honneur. Cette procédure est une audience de décret final. Il n'y a pas de questions contestées. Nous n'avons reçu aucun avis de motion. Je m'oppose à toute motion à ce stade, car elle est procéduralement inappropriée. Conseil, j'entendrai la motion du requérant avant de statuer sur l'objection. Maître Whitelaw. Votre honneur, le requérant demande respectueusement à cette Cour de prendre acte judiciairement d'un acte d'accusation fédérale décelé, qui a été déposé à 9 h ce matin, au tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de la Caroline du Nord. L'acte d'accusation est directement pertinent pour les divulgations financières et la répartition des biens soumises dans le décret de consentement actuellement devant cette cour. Reginald a marché jusqu'au banc. Il a tendu un dossier à l'huissier. L'huissier l'a remis à la juge Donahue. La juge a ouvert le dossier. Elle a lu pendant 30 secondes. Elle a tourné à la 2e page. Lu pendant 20 secondes. Supplémentaire. Elle a levé les yeux. Elle a regardé directement la galerie. Stockton. Stockton regardait son téléphone. Il ne réalisait pas encore que la juge le regardait. Conseil, approchez du banc. Les 2 avocats se sont approchés. Cassidy s'est tourné pour me regarder. Pour la première fois en 9 mois, je ne faisais pas semblant d'être brisé. Je l'ai regardé. Quelque chose sur son visage a changé. Le sourire avait disparu maintenant. Elle a murmuré. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai rien dit. Les avocats sont retournés à leur table. Sandford était pâle. Ses mains tremblaient légèrement. Il s'est assis. Sans regarder Cassidy. La juge Donahue a parlé. Elle a parlé lentement, clairement, assez fort pour que le public puisse entendre. Ce tribunal prend acte judiciairement que le gouvernement des États-Unis a déposé un acte d'accusation contre M. Stockton Langford de Charlotte, Caroline du Nord, pour 12 chefs d'accusation de blanchiment d'argent en vertu de l'article 1956 du titre 18 du Code des États-Unis, 4 chefs d'accusation de fraude bancaire en vertu de l'article 1344 du titre 18 du Code des États-Unis, et 3 chefs d'accusation d'exploitation d'une entreprise criminelle continue en vertu de l'article 848 du titre 18 du Code des États-Unis. L'acte d'accusation a été décelé à 9 h ce matin, simultanément avec le début de cette audience. Le public a murmuré. Stockton Langford a levé les yeux de son téléphone. Sa bouche s'est ouverte. Il s'est levé. Votre honneur, je sais. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Langford, asseyez-vous. Vous n'êtes pas parti à cette procédure. Vous serez interpellé par les autorités fédérales sous peu. Il ne s'est pas assis. Il a regardé Cassidy. Cassidy s'était déjà retourné sur sa chaise, le regardant. Stockton. Stockton, de quoi parle-t-elle? Il n'avait pas de réponse. Il s'est retourné et a commencé à marcher rapidement vers les portes de la salle d'audience. Les portes se sont ouvertes de l'extérieur. L'agent fédéral Benedict Yu est entré. 3 autres agents derrière lui. Stockton Langford, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent fédéral, fraude bancaire et racket. Main derrière le dos,
s'il vous plaît. Stockton s'est arrêté. Ses mains ont commencé à trembler. Il a regardé Cassidy à travers l'ouverture de la porte. Sa bouche était ouverte. Il n'avait pas de mots. Toute la performance de confiance qu'il avait maintenue pendant 60 ans s'effondrait en temps réel. Il a avancé. Monsieur Langford, les mains derrière le dos. Je ne vous le demanderai pas 2 fois. Stockton a mis ses mains derrière son dos. Les agents l'ont menotté. Ils l'ont emmené dans le couloir. Il n'a pas regardé en arrière. Les portes se sont refermées. La salle d'audience était très silencieuse. Cassidy était toujours debout. Elle a regardé son avocat. Elle m'a regardé. Elle a regardé là. Juge. Elle m'a regardé à nouveau. Wesley. Je n'ai pas répondu. Wesley. Wesley, qu'est-ce qu'il se passe? Sanford Caldicott lisait les documents d'inculpation. Il transpirait à travers sa chemise. Il s'est tourné vers Cassidy. Madame Coltrane, nous devons discuter de quelque chose. En privé. Maintenant. Sanford, qu'est-ce qui se passe? Votre patron a été arrêté pour blanchiment d'argent fédéral, plusieurs chefs d'accusation, des années d'activité. Le procureur des États-Unis vous cite également comme personne d'intérêt dans les procédures de restitution civile connexes. Quoi? La juge Donahue a pris la parole. Madame Coltrane. Souhaitez-vous maintenir le décret final tel que rédigé, ou souhaitez-vous demander un ajournement, compte tenu des développements d'aujourd'hui? Cassidy ne pouvait pas parler. Sanford a répondu pour elle. Votre honneur. Étant donné l'enquête fédérale et ses implications potentielles pour la divulgation d'actifs, l'intimé demande un ajournement de 30 jours, en attendant l'examen des nouvelles informations. Accordé. Nouvelle date d'audience, le 12 novembre 2024. Nous levons la séance. Le marteau a frappé. Je me suis levé. Je me suis tourné. J'ai descendu l'allée. Du public, passant devant le siège désormais vide de Stockton, passant devant Cassidy, et j'ai franchi les portes de la salle d'audience. Je n'ai pas regardé. En arrière. À l'extérieur du palais de justice, sur les marches, Reginald m'a rattrapé. Il n'a rien dit. Nous sommes restés là un instant, sous la chaleur de juillet. Des voitures passaient dans la rue. Un pigeon s'est posé sur la balustrade. Puis il a dit. Comment vous sentez-vous? J'y ai réfléchi. Calme. Il a hoché la tête. C'est à peu près ça. Stockton Langford a passé les 18 mois suivants à se battre contre les accusations fédérales. Il a engagé les meilleurs avocats de la défense que l'argent pouvait acheter. Il en a engagé 3 simultanément. Ils n'ont pas pu le sauver. Les preuves étaient accablantes. Les témoins coopératifs étaient crédibles. Sa propre fille, Béatrix, était prête à témoigner contre lui. Il a accepté un accord de plaidoyer en février 2026, 14 ans de prison fédérale. Il a renoncé à 92 millions de dollars supplémentaires d'actifs confisqués. Langford Capital Holdings a été dissoute par ordonnance du tribunal. Les employés restants ont été licenciés avec 60 jours d'indemnité de départ. L'ajournement de 30 jours sur le divorce s'est étiré à 6 mois. Le règlement convenu de Cassidy, qui avait été bâti sur l'hypothèse qu'elle avait un patron amant riche finançant son avenir, s'est effondré. Les actifs de Stockton ont été gelés dans les 48 heures suivant son arrestation. Il ne pouvait plus payer ses avocats de divorce. Lorsque le divorce a finalement été prononcé en février 2025, les conditions s'étaient complètement inversées. Les exigences fédérales en matière de divulgation d'actifs ont forcé Cassidy à révéler qu'elle avait accepté environ 340 000 $ de frais de consultation
de Langford Capital, qu'elle n'avait jamais déclaré comme revenu matrimonial. Ces frais étaient soumis à restitution civile dans le cadre de l'enquête fédérale sur le blanchiment d'argent, en tant que produit d'activité illégale. Elle a perdu la maison. Le gouvernement fédéral l'a saisie dans le cadre du processus de récupération des actifs. Elle a perdu son emploi chez Langford Capital. L'entreprise s'est effondrée dans les 4 mois suivants. L'arrestation de Stockton. Elle a perdu son statut professionnel à Charlotte. Elle n'a pas été inculpée pénalement. Elle avait été une facilitatrice involontaire qui était devenue négligente. Le bureau du procureur des États-Unis a déterminé qu'elle n'avait patiemment participé au blanchiment. Cette détermination l'a épargnée de la prison. Elle ne l'a pas épargnée de la restitution civile. Sa part des biens matrimoniaux a été réduite à environ $8 000 après le règlement des demandes de restitution. J'ai obtenu la garde physique principale de Brier et Brun. Cassidy a reçu des visites supervisées pendant l'année scolaire, et non supervisées l'été. Continental Heritage Bank m'a promu directeur de la conformité en mars 2025. L'affaire Langford est devenue un exemple pédagogique dans la formation à la conformité à l'échelle nationale. J'ai pris la parole lors de 3 conférences sectorielles au cours de l'année suivante. Je n'ai jamais publiquement nommé Cassidy dans aucune de mes interventions. Nous sommes maintenant au printemps 2026. J'ai 46 ans. Je vis dans une maison plus petite maintenant, dans un quartier plus calme de Charlotte. Le genre de maison dans laquelle j'aurais pu vivre toute ma vie si Cassidy n'en avait pas toujours voulu plus. Brier a 12 ans. Elle aime lire. Elle est observatrice comme son père. Elle m'a pardonné vers son 11e anniversaire. Elle ne m'a jamais interrogé sur le jour du tribunal. Je ne sais pas si elle le fera. Un jour. Brun a 9 ans. Il joue au baseball. Il commence à pardonner à sa mère. Il m'appelle toujours 3 soirs par semaine. Depuis son téléphone juste pour demander si j'ai dîné. Je lui dis oui à chaque fois. Ces jours-ci, c'est vrai. Je prépare le dîner la plupart des soirs. Je vais au match de football. Je conduis les enfants à l'école tous les matins. À 7h35. Toujours à la même heure. Je n'ai pas eu de rendez-vous depuis le divorce. Je pense que je le ferai un jour. Pas encore. Cassidy vit dans un appartement. Dans une autre partie de Charlotte. Elle travaille à temps partiel comme responsable de bureau pour un cabinet dentaire. Elle est silencieuse maintenant. Elle ne joue plus le bonheur. Les enfants la voient tous les 2 week-ends. Elle ne s'est pas excusée auprès de moi. Je ne pense pas qu'elle en soit capable. Je n'ai plus besoin qu'elle le soit. Reginald Whitlow vient dîner 2 fois par an. Nous sommes devenus amis. Il apprend à mon fils à jouer aux échecs. Il apporte des fleurs à ma mère quand il vient, ce qui l'embarrasse d'une manière qui lui plaît. Stockton Langford est en prison fédérale à Petersburg, en Virginie. Il lui reste 12 ans à purger. Béatrix Langford m'a contacté l'été dernier. Elle voulait me remercier. Nous avons pris un café dans un petit endroit près du centre-ville. Elle m'a dit que l'arrestation de son père était la première fois de sa vie qu'elle se sentait libre. Elle a 33 ans maintenant. Elle travaille pour une organisation à but non lucratif qui aide les femmes à quitter les mariages financièrement abusifs. Elle est, d'une certaine manière, la meilleure personne issue de cette famille. Parfois, je pense à ce matin, le 7 novembre 2023, la table de la cuisine, le nouveau parfum, ma femme déclarant qu'elle voulait divorcer. Elle était si confiante. Elle pensait qu'un patron riche l'attendait, un plan d'avenir, une victoire déjà assurée. Elle ne savait pas que l'homme à la table en face
Dell l'avait silencieusement observé pendant 4 mois. Elle ne savait pas que l'homme à la table avait un dossier de violation bancaire fédéral sur l'ordinateur portable fermé devant lui. Elle ne savait pas que l'homme à la table avait déjà passé son coup de fil. Elle pensait qu'elle quittait un mari vaincu. En fait, elle entrait dans une enquête fédérale qui allait consumer les 18 prochains mois de sa vie et se terminer par l'arrestation de son patron, menotté dans un couloir de tribunal devant 200 témoins. 9 mois de silence, c'est long. C'est aussi juste assez long, si vous l'utilisez correctement, pour démanteler quelqu'un qui vous a sous-estimé. Alors, laissez-moi vous poser une question. Si vous découvriez que la personne pour laquelle votre conjoint vous quitte commet un crime fédéral, et que vous êtes la seule personne en position de le dénoncer, que feriez-vous? Les affronteriez-vous immédiatement et entameriez-vous un combat que vous pourriez perdre? Ou resteriez-vous silencieux pendant 9 mois, les laissant croire qu'ils ont déjà gagné, et laisseriez-vous le gouvernement fédéral faire le travail à votre place? Certaines batailles se livrent en parlant. Certaines batailles se gagnent en ne disant rien du tout. Si vous avez déjà été sous-estimé par la personne qui vous connaissait le mieux, déposez un seul mot dans les commentaires ci-dessous. Justin. Dites-moi ce qu'il pensait que vous étiez. Je lis chaque commentaire. Si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime. Partagez-la avec quelqu'un qui a été négligé par ceux qui auraient dû mieux le connaître. Abonnez-vous. Activez les notifications. Je vous dis à la prochaine.